Mon frère m'a brisé les côtes. Maman a chuchoté, reste silencieuse. Il a un avenir. Mais ma médecin n'a pas scié. Elle a vu les ecchymoses, m'a regardé et a dit, vous êtes en sécurité maintenant. Puis elle a décroché le téléphone. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 25 ans, et je ressens toujours la douleur dans ma poitrine là où mon frère, Kyle, m'a brisé les côtes lors de ce qui aurait dû être un simple dîner de famille. La douleur physique était atroce, mais rien comparé au fait d'entendre mes parents me dire de me taire. Ils se souciaient plus de protéger la réputation de Kyle que de mes os brisés. Mais ma médecin, une femme que je n'avais jamais rencontrée avant ce jour-là, a refusé d'être complice de leur dissimulation. Sa décision a tout changé. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous vous êtes déjà opposé à une injustice familiale, cliquez sur le bouton d'abonnement. Vous n'êtes pas seul. Grandir à Oak Ridge, dans le Michigan, n'était pas exactement l'enfance parfaite que l'on voit dans les publicités télévisées. Notre ville comptait un peu moins de 15 000 habitants, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et où les apparences comptaient plus que presque tout le reste. C'est devenu le fondement des valeurs de ma famille, même si je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard. Ma famille se composait de 4 personnes, moi-même, mon frère aîné, Kyle, et nos parents, Thomas et Nathalie Harris. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine idéale. Mon père a bâti une entreprise de développement immobilier prospère à partir de rien, et ma mère était très impliquée dans les organisations caritatives locales et les clubs sociaux. Nous vivions dans une vaste maison coloniale dans le quartier le plus prestigieux de la ville. Nous allions à l'église le dimanche, partions en vacances en famille 2 fois par an, et nos cartes de Noël étaient des séances photos professionnelles que ma mère passait des semaines à planifier. Mais à l'intérieur de notre maison, la réalité était très différente, en particulier en ce qui concerne mon frère, Kyle. Kyle a 3 ans de plus que moi, maintenant 28 ans, et depuis mes plus lointains souvenirs, il avait ce que mes parents appelaient un petit caractère. Ce petit caractère signifiait que lorsque nous étions enfants, il détruisait fréquemment mes jouets quand il était en colère. J'avais une collection de poupées en porcelaine que ma grand-mère m'avait offerte, et Kyle en a cassé 3 lors de diverses crises de colère. Chaque fois, mes parents m'en achetaient une nouvelle et me disaient de comprendre que ton frère a des émotions fortes. En grandissant, l'agressivité de Kyle est passée de la destruction de mes biens à la destruction de mon moral. Il m'insultait, me disait que j'étais stupide ou critiquait mon apparence. Quand je me plaignais à mes parents, il secouait la tête et rejetait cela comme étant des chamailleries entre frères et sœurs. Ma mère me tapotait la main et disait, « C'est comme ça que les frères et sœurs interagissent, Stéphanie. Tu dois t'endurcir. » Tout au long de notre enfance, il est devenu de plus en plus clair que Kyle était le favori. Quand je ramenais des notes parfaites, ma réussite était reconnue par un simple bon travail. Mais quand Kyle réussissait à obtenir un B- dans une matière où il était en échec, mes parents nous emmenaient tous fêter ça au meilleur restaurant de la ville. Quand j'ai été accepté à l'université du Michigan avec une bourse partielle, mes parents ont hoché la tête avec approbation. Quand Kyle est entré à l'université d'État du Michigan après que mon père ait fait un don important à leur école de commerce, ils lui ont organisé une fête et ont invité tout le quartier. Malgré tout cela, j'ai travaillé dur pour être la fille parfaite. J'ai choisi de poursuivre des études de médecine même si ce que j'aimais vraiment, c'était l'art. Mes aquarelles étaient en fait assez bonnes, selon mon professeur d'art du lycée, qui m'a encouragé à postuler dans des écoles d'art. Mais mon père s'est moqué de l'idée, la qualifiant de passe-temps coûteux, pas une carrière. Alors, j'ai rangé mes pinceaux et j'ai pris mes manuels scolaires à la place. Le statut de notre famille dans la communauté était primordial pour mes parents. L'entreprise de mon père reposait en grande partie sur sa réputation et ses relations. Il siégeait au conseil d'administration de la chambre de commerce locale, sponsorisait des équipes de baseball de jeunes et s'assurait que son nom apparaisse régulièrement dans le journal local pour ses contributions caritatives. Ma mère était la présidente du club de jardinage et organisait le gala de charité annuel qui récoltait des fonds pour l'hôpital pour enfants. Nous n'étions pas seulement des résidents d'Oak Ridge. Nous étions des piliers de la communauté. La pression pour maintenir cette image était constante et suffocante. Si je me plaignais de Kyle ou si j'exprimais des émotions négatives, ma mère me rappelait rapidement, on ne lave pas notre linge sale en public, Stéphanie. Les gens admirent la famille Harris. Mon père était plus direct. Ton frère reprendra l'entreprise un jour. Rien ne doit ternir sa réputation. Mes sentiments envers ma famille étaient un enchevêtrement complexe d'amour, de ressentiment,
de devoirs et de désir d'approbation. Je les aimais parce que c'était ma famille. Mais en vieillissant, j'ai commencé à reconnaître la toxicité de notre dynamique. Pourtant, des années de conditionnement rendaient difficile de faire confiance à mes propres perceptions. Chaque fois que je me sentais maltraité, une voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à celle de ma mère me murmurait que j'étais trop sensible ou égoïste. Après avoir terminé mes études de médecine, j'ai fait mon internat à Chicago, ce qui m'a offert 2 années bénies loin d'Oak Ridge et de ma famille. La distance m'a apporté de la clarté et, avec l'aide d'un thérapeute, bien que j'ai dit à mes parents que c'était juste un conseiller en gestion du stress, j'ai commencé à comprendre que le comportement de ma famille n'était ni normal ni sain. Mais mon internat s'est terminé et une opportunité s'est présentée de rejoindre un cabinet médical à Oak Ridge. Malgré mes réticences, je l'ai accepté. La partie rationnelle de ma décision était financière, le poste offrait une remise de prêt pour ma dette considérable d'études de médecine. Mais émotionnellement, je cherchais toujours l'approbation de ma famille et j'espérais que notre relation pourrait s'améliorer. Quand je suis revenu il y a 3 mois, il y avait des signes avant-coureurs que rien n'avait changé. Lors de mon dîner de bienvenue, Kyle a monopolisé la conversation avec des histoires sur sa récente promotion dans l'entreprise de notre père. Quand j'ai essayé de partager un cas intéressant de mon internat, ma mère m'a interrompu pour me demander si j'avais rencontré des jeunes hommes convenables à Chicago. J'ai remarqué ces signaux d'alarme mais j'ai choisi de les ignorer, me disant que les choses seraient différentes maintenant que j'étais une adulte avec ma propre carrière. Je me trompais. Tellement trompé. La soirée qui a tout changé était censée être une célébration de la promotion de Kyle au poste de vice-président des opérations dans l'entreprise de notre père. Ma mère avait passé des jours à se préparer, cuisinant les plats préférés de Kyle et décorant la salle à manger avec des bannières de félicitations. Je suis arrivé tôt pour aider à mettre la table et à préparer la salade, espérant que ma contribution m'aiderait à me sentir plus incluse dans les festivités familiales. J'avais acheté une bouteille du whisky préféré de Kyle en cadeau. Même si je serrais mon budget ce mois-là avec les frais d'installation dans mon nouvel appartement, je voulais que cette soirée se passe bien. Je voulais croire que nous pouvions être une famille normale et aimante maintenant que nous étions tous adultes. La soirée a commencé assez agréablement. Mon père a ouvert une bouteille de vin cher et ma mère a servi son fameux bœuf Wellington. Kyle semblait de bonne humeur, acceptant les compliments sur son nouveau rôle avec sa confiance caractéristique qui frisait l'arrogance. Il en était déjà à son 2e verre de whisky au moment où nous nous sommes assis pour dîner, mais ce n'était pas inhabituel pour lui. À Kyle, apporter un toast mon père en levant son verre, qui suit mes traces et dépasse même mes attentes. Harris Développement sera entre de bonnes mains avec toi à la barre un jour. Nous avons tous trinqué, et j'ai offert mes propres félicitations. L'entreprise a de la chance de t'avoir, Kyle. Tes clients du projet Riverside semblent vraiment satisfaits de ton travail. Kyle a hoché la tête avec reconnaissance. Et comment? J'ai redressé ce projet après que Jackson l'ait presque coulé. La conversation s'est déroulée sans heurts pendant le plat principal. Ma mère m'a interrogé sur mon nouveau poste au cabinet médical, bien que son intérêt semble superficiel. Kyle en était déjà à son 3e whisky lorsqu'il a commencé à parler de sa petite amie, Megan, avec qui il sortait depuis environ 6 mois. Nous parlons d'emménager ensemble, a-t-il annoncé. Son bail se termine le mois prochain, et ça n'a pas de sens de le renouveler alors qu'elle passe la plupart de ses nuits chez moi de toute façon. C'est merveilleux, mon chéri, a dit ma mère, bien que j'ai remarqué un léger resserrement autour de ses yeux. Elle avait toujours été traditionnelle sur le fait que les couples vivent ensemble avant le mariage. Megan est géniale, ai-je dit, le pensant sincèrement. Je l'avais rencontrée quelques fois et je la trouvais intelligente et gentille. Elle a mentionné la dernière fois que je l'ai vue qu'elle espère que nous viendrons à la maison de lac de sa famille cet été. L'expression de Kyle s'est légèrement assombrie. Quand as-tu parlé à Megan? Nous nous sommes croisés à l'épicerie la semaine dernière, ai-je expliqué. Nous avons discuté quelques minutes. Elle est vraiment gentille. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Le ton de Kyle avait maintenant une pointe d'agressivité. J'ai haussé les épaules, ne comprenant pas son changement d'humeur soudain. Pas grand-chose. Elle a mentionné quelque chose à propos du bateau de pêche de ton père qui a besoin de réparation avant votre visite. Elle devrait se taire sur ma famille, a sèchement répliqué Kyle, me coupant la parole. La table est tombée dans le silence. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette tandis que mon père s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Kyle, ai-je dit prudemment, elle n'a rien dit de mal. Elle faisait juste la conversation.
Le mois dernier, elle a eu le culot de dire que notre famille est intense après le dîner du dimanche, a dit Kyle, sa voix s'élevant, comme si sa famille était si parfaite avec son oncle alcoolique et sa sœur voleuse à l'étalage. Je suis sûr qu'elle ne le pensait pas à mal, est intervenue ma mère, essayant clairement de désamorcer la situation, mais Kyle n'écoutait pas. L'alcool avait abaissé ses inhibitions, et il se fixait sur une critique perçue. Et maintenant, elle parle de nous à toi dans mon dos. Ce n'était pas du tout comme ça, ai-je protesté. C'était juste une conversation amicale. Bien sûr, s'est moqué Kyle. Toujours si parfaite, n'est-ce pas, Stéphanie? La docteure, la bonne fille, la préférée de tout le monde. J'ai failli rire de l'ironie de l'entendre m'appeler la préférée, mais je savais qu'il valait mieux ne pas souligner l'évidence. Kyle, je pense que tu te méprends. Ne me dis pas ce que je comprends. Il a claqué son verre sur la table, éclaboussant du whisky sur la nappe blanche. Ma mère a tressailli mais n'a rien dit. Mon père a finalement pris la parole. Fils, calmons-nous. C'est censé être une célébration. Kyle s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. J'ai besoin d'air. Il est sorti en trombe de la salle à manger en direction de la cuisine. Après un silence inconfortable, ma mère a suggéré que nous passions au dessert. J'ai proposé d'aider à débarrasser les assiettes, en utilisant cela comme excuse pour aller voir Kyle et, espérons-le, apaiser les choses. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de se verser une autre généreuse portion de whisky. Kyle, je suis désolé si je t'ai contrarié, ai-je dit doucement, en posant la pile d'assiettes sur le comptoir. Ce n'était pas mon intention. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Tu fais toujours ça, tu agis comme une innocente tout en semant la zizanie. Ce n'est pas juste, ai-je protesté. Je faisais juste la conversation à propos de Megan. Je l'aime bien. Eh bien, mêle-toi de tes oignons, a-t-il sèchement répliqué. Et arrête d'essayer de te lier d'amitié avec ma petite amie pour obtenir des informations sur moi. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ai-je dit, ma propre frustration montant maintenant. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as toujours été jalouse de moi, a-t-il dit en se rapprochant. L'entreprise de papa, l'attention de maman, tout. Tu ne supportes pas que je réussisse alors que tu rembourses encore tes prêts étudiants. Ces paroles m'ont piqué parce qu'elles étaient si contraires à la réalité. C'était une inversion si complète de notre dynamique familiale que je n'ai pas pu m'empêcher de rire d'incrédulité. Tu es sérieux, en ce moment? Ce rire a été l'allumette sur l'essence. Le visage de Kyle s'est contracté de rage. N'ose pas te moquer de moi. Avant que je puisse réagir, il m'a poussé violemment. J'ai reculé en trébuchant, le bas de mon dos heurtant le coin pointu du plan de travail en granit de la cuisine. L'impact m'a coupé le souffle, et j'ai senti un craquement écœurant dans ma cage thoracique. La douleur a explosé dans mon torse alors que je m'effondrais sur le sol, haletant pour reprendre mon souffle. Le vacarme a fait accourir mes parents dans la cuisine. Ma mère a crié en me voyant par terre. Mon père s'est figé dans l'embrasure de la porte. Que s'est-il passé? A demandé ma mère en regardant entre Kyle et moi. Elle est tombée, a immédiatement dit Kyle. Elle a trébuché. Je ne pouvais pas parler à cause de la douleur. Je pouvais à peine respirer. Chaque tentative d'inspiration envoyait des éclats d'agonie déchiquetés dans ma poitrine. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi. Stéphanie, peux-tu te lever, ma chérie? Mon père a finalement bougé, éloignant Kyle. Que as-tu fait? L'ai-je entendu siffler. Rien. Elle fait semblant, a insisté Kyle, bien que le léger tremblement dans sa voix ait trahi que même lui savait que ce n'était pas vrai. Avec l'aide de ma mère, j'ai réussi à m'asseoir, bien que le mouvement m'ait fait crier de douleur. Il m'a poussé, ai-je finalement halté. J'ai heurté le comptoir. L'expression de ma mère a vacillé entre l'inquiétude et autre chose. Le calcul. Je suis sûr que c'était un accident, a-t-elle dit d'une voix apaisante. Kyle ne te ferait pas de mal délibérément. Mais il l'avait fait. Et ce n'était pas la première fois, juste la plus grave. Je pense que je dois aller à l'hôpital, ai-je réussi à dire entre des respirations superficielles. J'ai mal en respirant. Ne réagissons pas de manière excessive, a dit mon père en s'avançant. Prends de l'ibuprofène et repose-toi. Si ça va toujours mal demain, nous réévaluerons. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je suis médecin. Je sais ce que c'est que des côtes cassées.
S'il vous plaît, je dois y aller maintenant. Je te conduirai, a proposé ma mère. Je peux me conduire moi-même, ai-je dit, ne voulant pas passer une minute de plus dans cette maison. Malgré la douleur atroce, je devais m'éloigner d'eux tous. Mon père m'a aidé à me relever, son visage un masque d'inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux. Ces désaccords familiaux arrivent, a-t-il dit doucement. N'en faisons pas plus que ce que c'est. Je n'ai pas répondu, me concentrant plutôt sur une respiration superficielle pour minimiser la douleur. J'ai rassemblé mon sac à main et mes clés, refusant toute aide supplémentaire. Alors que je me dirigeais prudemment vers la porte, j'ai entendu mon père parler à Kyle à voix basse et dure. Le trajet de retour a été atroce. Chaque bosse sur la route provoquait des spasmes de douleur dans ma poitrine. J'aurais dû aller directement aux urgences, mais le choc et le déni m'ont poussé à rentrer chez moi à la place. Je me suis dit que je prendrais de puissants analgésiques de ma trousse médicale personnelle et que je verrais comment je me sentirais le matin. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à digérer ce qui s'était passé, non seulement la violence de Kyle mais aussi la réaction de mes parents. Cette nuit a été l'une des plus longues de ma vie. Je ne pouvais pas m'allonger sans une douleur atroce. Je l'ai donc passé calé dans un fauteuil inclinable, somnolent par intermittence. Au matin, la douleur n'avait pas diminué, et mon côté arborait maintenant une ecchymose violette et irritée. Je pouvais à peine bouger sans halter de douleur. J'ai su alors que je ne pouvais pas ignorer cela. J'avais besoin de soins médicaux, peu importe ce que voulait ma famille. Le lendemain matin n'a pas seulement apporté la douleur physique, mais aussi l'assaut émotionnel de la réaction de ma famille. Mon téléphone a commencé à sonner à 7h30 du matin. La sonnerie de ma mère. Je l'ai laissée aller sur la messagerie vocale, pas prête à lui parler pour le moment. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Stéphanie, comment te sens-tu ce matin? Sa voix était légère, désinvolte, comme si elle s'informait d'un léger mal de tête plutôt que de côte potentiellement cassée. Pas bien, ai-je répondu honnêtement. J'ai très mal. Je peux à peine bouger. Ces choses sont toujours pires le lendemain, a-t-elle dit d'un ton dédaigneux. Prends de l'Advil et mets de la glace dessus. Écoute, à propos d'hier soir. Maman, je pense que mes côtes sont cassées, ai-je interrompu. Kyle m'a gravement blessé. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Quand elle a repris la parole, sa voix avait pris ce ton conciliant qu'elle utilisait quand elle pensait que je faisais des difficultés. Ma chérie, c'était un incident malheureux, mais n'en faisons pas tout un plat. Kyle se sent très mal à ce sujet. L'a-t-il dit? A-t-il appelé pour s'excuser, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il le fera, j'en suis sûr. Il était très contrarié hier soir après son départ. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le fait de passer à autre chose. Ton père et moi pensons qu'il est préférable que nous mettions simplement cela derrière nous. Je me suis agité sur ma chaise, grimaçant à la vive douleur. Maman, je ne peux pas respirer sans que ça fasse mal. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement mettre derrière moi. C'est probablement juste contusionné, a-t-elle insisté. Si Kyle t'avait vraiment fait si mal, tu serais allé à l'hôpital hier soir. La manipulation psychologique était si flagrante que cela aurait été risible si ce n'était pas si exaspérant. Je vais le faire examiner aujourd'hui, lui ai-je dit fermement. Stéphanie, sa voix a pris un ton d'avertissement, je pense qu'il est préférable que nous gardions ça au sein de la famille. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des étrangers dans ce qui n'était clairement qu'une perte de sang-froid momentanée. Des étrangers? Maman, je parle de voir un médecin pour une blessure médicale. Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle dit avec impatience. Des questions seront posées. Des formulaires devront être remplis. Les choses sont enregistrées. Es-tu sérieusement en train de me demander de ne pas chercher de soins médicaux parce que cela pourrait nuire à Kyle? Je n'ai pas pu cacher l'incrédulité dans ma voix. Je te demande de réfléchir aux conséquences, a-t-elle répondu. L'entreprise de ton père dépend de notre réputation dans cette communauté. Kyle est positionné pour prendre la relève un jour. Un malentendu comme celui-ci pourrait avoir des répercussions durables. Un malentendu, ai-je fait écho. Il m'a poussé contre un comptoir et m'a cassé les côtes. Ce n'est pas un malentendu. C'est une agression. N'utilise pas ce mot, a-t-elle sifflé. Ton frère ne t'agresserait jamais. Il avait trop bu et il y a eu un accident. Ces choses arrivent dans les familles, Stéphanie.
Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan demandant le téléphone. Après un moment de conversation étouffée, il est venu au téléphone. « Stéphanie » a-t-il dit, sa voix d'homme d'affaires en plein effet, « comment te sens-tu » Comme si Kyle m'avait cassé les côtes, ai-je répondu sans détour. Il a soupiré lourdement. « Ta mère me dit que tu penses aller chez le médecin. Je pense que c'est prématuré. Laisse passer un jour ou deux pour voir si ça s'améliore. Papa, je suis médecin. Je sais ce que c'est que des côtes cassées. Alors tu sais aussi qu'il n'y a pas grand-chose qu'ils puissent faire pour des côtes de toute façon, a-t-il rétorqué. Ils te diront simplement de te reposer et de prendre des analgésiques, ce que tu peux faire à la maison. Il n'avait pas entièrement tort, mais ce n'était pas la question. J'ai besoin d'une radiographie pour m'assurer qu'il n'y a pas de déplacement qui pourrait perforer un poumon. Et si tu y vas, qu'est-ce que tu comptes leur dire exactement sur la façon dont c'est arrivé ? Son ton a clairement indiqué que c'était le vrai problème. La vérité, ai-je dit simplement. Il y a eu une longue pause. Stéphanie, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu fais. Kyle a travaillé incroyablement dur pour arriver là où il est. Son avenir dans l'entreprise, sa réputation dans la communauté. Ce ne sont pas des choses à mettre en péril pour un moment d'égarement. Donc son avenir compte, mais mes côtes cassées non. Ne déforme pas mes propos, a-t-il dit sèchement. Bien sûr, je me soucie de ta santé, mais il y a des considérations plus larges ici. Kyle a fait une erreur, oui, mais il ne mérite pas que sa vie soit ruinée pour ça. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant encore 10 minutes. Mon père a alterné entre la minimisation de ma blessure et l'accent mis sur les conséquences potentielles pour Kyle et la réputation de la famille. Au moment où nous avons raccroché, son message était parfaitement clair, ma douleur et ma santé étaient secondaires à la protection de Kyle et de l'image de la famille. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a sonné avec un texto de ma mère. Je t'envoie un petit quelque chose pour t'aider à te sentir mieux. Je t'aime. À midi, un livreur est arrivé avec un panier cadeau élaboré contenant des analgésiques, un coussin chauffant, des produits de bain de luxe et mes chocolats préférés. La carte disait « Repose-toi et rétablis-toi ». La famille passe toujours en premier. Avec amour, maman et papa. Le cadeau ressemblait à un pot de vin, une façon d'acheter mon silence. Je l'ai mis de côté, incapable même de le regarder sans me sentir malade. Tout au long de la journée, les appels ont continué. Ma mère a pris de mes nouvelles toutes les heures, chaque conversation revenant sur le fait de garder l'incident en famille. Mon père a appelé 2 fois de plus, son approche devenant de plus en plus énergique, me rappelant la loyauté familiale et la perspective. Vers 16 heures, Kyle a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire pour sa défense. « Salut » a-t-il dit, sa voix inhabituellement soumise. Maman a dit que je devais t'appeler. Pas d'excuse, juste l'aveu qu'il appelait parce que notre mère le lui avait dit. Et, ai-je incité. Et je suppose que les choses ont dérapé hier soir, a-t-il poursuivi à contre-cœur. J'avais beaucoup bu. Tu m'as cassé les côtes, Kyle. Allons. Je t'ai à peine poussé, a-t-il protesté, instantanément sur la défensive. Tu t'es probablement juste contusionné en tombant. Je ne suis pas tombé. Tu m'as poussé contre le comptoir. Peu importe. Écoute, j'appelle pour arranger les choses, d'accord ? Maman et papa paniquent que tu vas en faire toute une histoire. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. C'est une grosse affaire. Je suis gravement blessé. Ouais, eh bien, on a tous de mauvais jours, a-t-il dit d'un ton dédaigneux. Tu te souviens quand tu as accidenté ma voiture au lycée ? Je n'en ai pas fait une affaire d'État. La comparaison était si absurde que je n'ai même pas pu formuler de réponse. Une simple collision d'adolescent contre un homme adulte attaquant violemment sa sœur. Ce n'était absolument pas comparable. Kyle, je dois y aller, ai-je finalement dit. J'ai un rendez-vous chez le médecin. Stéphanie, ne sois pas stupide, a-t-il sèchement répliqué, son ton conciliant disparaissant. Tu le regretteras si tu fais exploser cette affaire. Était-ce une menace ? J'ai raccroché sans répondre, mes mains tremblant d'un mélange de douleur, de colère et d'incrédulité. J'ai appelé mon amie Mélanie, l'une des rares personnes du lycée avec qui j'étais resté proche. Elle était revenue à Oak Ridge il y a quelques années après avoir divorcé et travaillait maintenant comme enseignante dans notre ancienne école.
Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa réaction a été tout ce que celle de ma famille aurait dû être. Oh mon Dieu, Steph, c'est terrible. Veux-tu que je t'emmène à l'hôpital tout de suite? Sa sincère inquiétude m'a fait monter les larmes aux yeux. J'ai un rendez-vous avec un médecin généraliste cet après-midi, lui ai-je dit, un docteur est. Elle avait une place de libre. Je viens avec toi, a insisté Mélanie. Pas de discussion. Envoie-moi l'adresse et l'heure par texto. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je faiblement protesté, bien qu'une partie de moi désirait désespérément le soutien. Si, absolument, a-t-elle dit fermement. Et après, tu viens rester chez moi. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Au moment de mon rendez-vous, la douleur s'était intensifiée au point que même l'ibuprofène sur ordonnance que j'avais ne faisait plus effet. Chaque respiration était une agonie, et j'ai développé un essoufflement inquiétant. Je savais que je ne pouvais plus repousser cela, quelle que soit la pression de ma famille. Alors que Mélanie me conduisait au rendez-vous, mon téléphone continuait de s'illuminer d'appels et de textos de mes parents. Chaque message portait le même thème, silence, discrétion, loyauté familiale. Mais à chaque kilomètre qui me rapprochait de l'aide médicale, je sentais une détermination croissante. Ce n'était pas juste. Et pour une fois dans ma vie, je n'allais pas donner la priorité aux souhaits de ma famille plutôt qu'à mon propre bien-être. Le cabinet médical était situé dans un immeuble moderne à la périphérie d'Oak Ridge, assez loin du centre-ville pour que je ne risque pas de rencontrer quelqu'un que mes parents connaissaient. Mélanie m'a aidé à sortir de la voiture, me soutenant alors que nous nous dirigions lentement à l'intérieur. La réceptionniste a semblé inquiète en me voyant grimacer à chaque pas prudent. Le docteur sera avec vous sous peu, m'a-t-elle assuré après que j'ai rempli les formulaires d'admission, laissant délibérément vide la section demandant comment la blessure s'était produite. Fidèle à la parole de la réceptionniste, je n'ai pas attendu longtemps. Le docteur Laura s'est avérée être une femme d'une cinquantaine d'années avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique. Elle me rappelait un peu mon professeur préféré de la faculté de médecine. Confiante, directe, mais avec une chaleur sous-jacente qui mettait les patients à l'aise. Docteur Harris, a-t-elle dit en tendant la main en entrant dans la salle d'examen. J'ai entendu de bonnes choses sur vous de la part du docteur Patterson à la clinique, bien que je sois désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. J'ai essayé de sourire, mais c'est sorti plus comme une grimace. Appelez-moi Stéphanie, s'il vous plaît, et merci de m'avoir prise en urgence. Bien sûr, a-t-elle hoché la tête en jetant un coup d'œil à mes formulaires d'admission. Je vois que vous ressentez une douleur thoracique et des difficultés à respirer. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? C'était le moment que je redoutais. Le conditionnement de toute une vie pour protéger ma famille se heurtait à ma formation médicale et au simple besoin humain de dire la vérité. J'ai eu un accident, ai-je dit vaguement. Le docteur m'a regardé fixement. Quel genre d'accident? On m'a poussé et j'ai heurté un comptoir, ai-je dit, les mots sortant d'un seul coup, avec mon dos, juste ici. J'ai indiqué la zone juste en dessous de mon omoplate. Elle a hoché la tête, prenant une note dans mon dossier. Qui vous a poussé, Stéphanie? J'ai hésité, puis j'ai baissé les yeux sur mes mains. Mon frère. Je vois, a-t-elle dit, sa voix neutre, mais gentille. Jetons d'abord un coup d'œil à la blessure, puis nous pourrons parler plus en détail de ce qui s'est passé. D'accord. L'examen physique a été approfondi mais doux. Le docteur a écouté ma respiration, a palpé soigneusement la zone blessée et a noté l'ecchymose étendue qui s'était développée. Son visage est resté professionnel, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. J'aimerais faire des radiographies, a-t-elle dit après avoir terminé l'examen. D'après vos symptômes et les résultats de l'examen physique, je soupçonne que vous avez au moins 2 côtes cassées, peut-être 3. Je suis également préoccupé par l'essoufflement, qui pourrait indiquer une complication plus grave. La radiographie a confirmé ces soupçons. 3 côtes fracturées, dont une avec un déplacement inquiétant qui expliquait mes difficultés respiratoires. Lorsque le docteur est revenu dans la salle d'examen avec les résultats, son expression était grave. Stéphanie, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi, ce sont des blessures importantes. Le déplacement de votre 7e côte pourrait potentiellement provoquer un pneumothorax, un collapsus pulmonaire, s'il n'est pas correctement surveillé et traité. Je vais vous prescrire des analgésiques appropriés et vous donner des instructions de soins spécifiques, mais je dois vous poser quelques questions supplémentaires sur la façon dont cela s'est produit. J'ai hoché la tête, une boule se formant dans ma gorge. Vous avez dit que votre frère vous a poussé, a-t-elle poursuivi doucement.
Était-ce un accident pendant un jeu, ou était-ce délibéré? C'était délibéré, ai-je admis, ma voix à peine plus qu'un murmure. Il était en colère. Il avait bu. Est-ce que quelque chose de ce genre est déjà arrivé auparavant? J'ai pensé à toutes les fois où Kyle m'avait accidentellement blessé en grandissant, les bousculades trop fortes pour être ludiques, les prises de bras qui laissaient des ecchymoses en forme d'empreintes digitales, les fois où il m'avait jeté des objets avec colère. Pas aussi gravement, ai-je finalement dit. Mais oui, il a l'habitude d'être physique quand il est en colère. Le docteur a hoché la tête, son expression compatissante mais sérieuse. Et comment les membres de votre famille ont-ils réagi à cet incident? Le barrage a cédé. C'était peut-être l'analgésique qui commençait à faire effet, ou le simple soulagement de parler enfin à quelqu'un qui semblait sincèrement concerné. Mais je me suis surprise à tout raconter au docteur et, l'attaque de Kyle, la réaction dédaigneuse de mes parents, leur pression pour que je me taise, et leur priorité accordée à la réputation de la famille plutôt qu'à mon bien-être. Ils m'ont envoyé un panier cadeau, ai-je dit avec un rire creux qui a provoqué une douleur fulgurante dans ma poitrine, comme si des chocolats et des bombes de bain pouvaient compenser des côtes cassées et le fait qu'ils se soucient plus de la façon dont cela affecte Kyle que de la façon dont cela m'affecte. Le docteur a écouté sans interruption, prenant parfois des notes. Quand je me suis enfin tue, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Stéphanie, en tant que professionnelle de la santé, je veux être complètement transparente avec vous sur mes obligations ici. Ce que vous avez décrit est un cas de violence domestique, et dans ma position, je suis tenu de le signaler. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Cela signifie que je suis légalement tenu de signaler les incidents de suspicion de violence aux autorités compétentes, a-t-elle expliqué doucement. Dans ce cas, cela signifierait déposer un rapport auprès de la police. La panique m'a envahi, rivalisant avec la douleur de mes côtes. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Ma famille le ferait. Je me suis interrompu, réalisant à quel point ma réponse immédiate était révélatrice. En colère? Vous coupez les ponts? Continuez à donner la priorité à la réputation de votre frère plutôt qu'à votre sécurité? A doucement suggéré le docteur Hay. Dit comme ça semblait si simple, mais des décennies de dynamique familiale ne sont pas facilement balayées. Vous ne comprenez pas, ai-je faiblement protesté. C'est compliqué. Je comprends mieux que vous ne le pensez, a dit le docteur Hay, me surprenant. Quand j'avais la vingtaine, mon père m'a cassé le bras lors d'une dispute. Ma mère m'a supplié de dire au médecin que j'étais tombé dans les escaliers, et je l'ai fait, parce que je ne voulais pas déchirer notre famille. Sa franchise m'a prise au dépourvu. Que s'est-il passé? 2 ans plus tard, il a mis ma mère à l'hôpital avec une commotion cérébrale et une mâchoire cassée, a-t-elle dit simplement. J'ai passé les 30 dernières années à me demander si j'aurais pu l'empêcher en parlant la première fois. Ces paroles m'ont frappé comme un coup physique. Étais-je en train de conforter le comportement de Kyle en gardant le silence? Allait-il en arriver à blesser quelqu'un d'autre à l'avenir, peut-être Megan ou éventuellement ses propres enfants? Je comprends que c'est difficile, a poursuivi le docteur Hay. La loyauté familiale est profondément ancrée, et la peur des conséquences est réelle. Mais je veux que vous considériez quelque chose. Si l'un de vos patients venait vous voir avec ces mêmes blessures et cette même histoire, que lui conseilleriez-vous de faire? Je connaissais la réponse immédiatement. En tant que médecin, je l'exhorterais à le signaler, à donner la priorité à sa sécurité, à reconnaître les signes d'une relation abusive. Mais appliquer cette norme à moi-même me semblait impossible. Que se passerait-il exactement, ai-je finalement demandé, si vous le signalez? Le docteur a expliqué clairement le processus. Un rapport serait déposé, et la police voudrait probablement m'interroger. J'aurais la possibilité de porter plainte contre Kyle, bien que le procureur puisse potentiellement poursuivre même sans ma coopération sur la base des preuves médicales. Il y aurait une documentation de l'incident, quoi qu'il arrive. Je ne vais pas prétendre que ce sera facile, a-t-elle dit honnêtement. D'après ce que vous m'avez dit sur votre famille, il y aura probablement une forte opposition. Mais je veux aussi que vous sachiez qu'il existe des ressources pour vous aider à traverser ce processus. Je peux vous mettre en contact avec une avocate des victimes qui pourra vous expliquer vos options et vous soutenir à chaque étape. Je suis resté assise en silence pendant un long moment, pesant le pour et le contre. L'idée d'aller à l'encontre de ma famille me remplissait d'effroi. Mais l'alternative, faire comme si rien ne s'était passé, laisser le comportement de Kyle impuni, sacrifier mon propre bien-être pour l'image de la famille, semblait soudain intenable. D'accord,
ai-je finalement dit, ma voix plus stable que je ne l'attendais. Faites ce que vous devez faire, docteur. Le docteur a tendu la main et m'a doucement serré la mienne. Pour ce que ça vaut, je pense que vous prenez la bonne décision. Pas la plus facile, mais la bonne. Elle a passé les 20 minutes suivantes à établir un plan de traitement pour mes blessures physiques, à m'expliquer les signes avant-coureurs auxquels je devais faire attention et à fixer un rendez-vous de suivi. Avant que je parte, elle m'a également fourni les coordonnées d'une conseillère en violence domestique nommée Jessica et d'un groupe de soutien pour les survivants de violences familiales. Une dernière chose, a dit le docteur et alors que je me préparais à partir. Avez-vous un endroit sûr où rester? Je m'inquiète de représailles potentielles une fois que votre famille aura appris le signalement. J'ai hoché la tête. Mon amie Mélanie m'a proposé de rester chez elle quelques jours. Bien. Acceptez son offre, a conseillé le docteur A. Et si vous vous sentez un jour en danger ou si vous avez besoin de soins médicaux immédiats, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à appeler le 911. Alors que Mélanie me conduisait chez elle par la suite, j'ai ressenti un étrange mélange de terreur et de soulagement. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois de ma vie, j'avais choisi mon propre bien-être plutôt que les attentes de ma famille. C'était terrifiant, mais c'était aussi comme la première bouffée d'air vraiment frais que j'avais prise depuis des années, aussi douloureuse que cette respiration soit avec mes côtes cassées. Les répercussions ont commencé plus tôt que je ne l'avais prévu. Je venais à peine de m'installer dans la chambre d'amis de Mélanie que mon téléphone a explosé de notifications. Le service de police local avait contacté mes parents et Kyle pour avoir leur version des faits, et ils étaient furieux. Le message vocal de mon père était glacialement furieux. Stéphanie, appelle-moi immédiatement. Je n'arrive pas à croire que tu ferais ça à ton frère, à cette famille. Nous t'avons mieux élevé que ça. Le message de ma mère était en larmes. Comment as-tu pu, Stéphanie? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Kyle est dévasté. La police est venue sur son lieu de travail. As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à sa carrière? À notre réputation dans la communauté? Le texto de Kyle était plus direct. Merci pour rien. J'espère que tu es contente maintenant que tu as tout gâché. J'ai éteint mon téléphone, incapable de gérer le barrage. Mélanie m'a apporté du thé et s'est assise avec moi pendant que je pleurais, non pas à cause de la douleur physique, mais de l'assaut émotionnel. Comment étais-je devenue la méchante de cette histoire? Pourquoi étais-je celle qui avait tout gâché alors que c'était Kyle qui avait commis des violences? Ils essaient de te faire douter de toi, a dit sagement Mélanie. Ne les laisse pas faire. Tu as fait ce qu'il fallait. Le lendemain a apporté plus de la même chose. Mon téléphone a continué de se remplir de messages de ma famille immédiate, et maintenant les membres de la famille élargie s'y mettaient aussi. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, a appelé pour me dire que je déchirais la famille pour une petite dispute. Mon cousin Patrick a texté que j'étais dramatique et en quête d'attention. Même ma grand-mère, qui avait toujours été gentille avec moi, a laissé un message vocal demandant pourquoi je n'avais pas pu gérer ça en famille. Seule la sœur cadette de ma mère, Barbara, a envoyé un message différent. Je te crois, Stéphanie. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'aime. Je n'avais pas parlé à tante Barbara depuis des années. Elle s'était brouillée avec ma mère pour une raison qui ne m'avait jamais été expliquée et avait été largement absente des réunions de famille depuis lors. Son soutien, bien qu'inattendu, a été une minuscule bouée de sauvetage dans la tempête. J'ai pris quelques jours de congé, utilisant mon congé maladie pour récupérer physiquement et essayer de tout traiter émotionnellement. Le docteur m'avait mis en contact avec Jessica, la conseillère en violence domestique, qui m'a appelé pour prendre de mes nouvelles et me fournir des ressources. Elle a expliqué que ce que je vivais, la famille qui se serrait les coudes, le blâme de la victime, la pression pour me rétracter était malheureusement courant dans les cas de violence familiale. Ils essaient de maintenir le statu quo, a expliqué Jessica. Le fait que vous ayez parlé menace le système familial qu'ils ont établi, où le comportement de votre frère est excusé et encouragé. C'est douloureux, mais leur réaction confirme en fait que vous avez fait le bon choix en rompant le silence. 5 jours après mon rendez-vous avec le docteur je suis retourné brièvement à mon appartement pour prendre plus de vêtements et quelques dossiers de travail. Je venais de finir de faire un sac quand on a frappé fort à la porte. Je me suis figé, sachant instantanément qui c'était. Effectivement, quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu mes parents debout dans le couloir, l'air sombre. J'ai envisagé de ne pas répondre,
mais je savais que cette confrontation était inévitable. Mieux valait la voir sur mon territoire que sur le leur. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous devons parler, a dit mon père sans préambule. Je suis occupé en ce moment, ai-je répondu en essayant de garder ma voix stable. Trop occupé pour ta famille, a demandé ma mère, sa voix vive de douleur et de colère. Après ce que tu as fait, tu nous dois au moins une conversation. J'ai soupiré et j'ai reculé, leur permettant d'entrer. Ils ont examiné ma valise à moitié faite avec désapprobation. Tu t'enfuis, a demandé mon père. Je prends soin de moi, ai-je corrigé. Que voulez-vous? Nous voulons que tu répares ce gâchis que tu as créé, a-t-il dit sans détour. La police parle d'inculper Kyle pour agression. Son emploi pourrait être en danger. Les gens parlent déjà. Je n'ai pas créé ce gâchis, ai-je dit, une étincelle de colère traversant mon anxiété. C'est Kyle qui l'a fait quand il m'a cassé les côtes. C'était un accident, a insisté ma mère. Il t'a poussé, oui, mais il ne voulait pas que tu te blesses comme ça. Il a 28 ans, maman. Il ne peut plus se cacher derrière il ne le voulait pas. Et ce n'était pas un accident. Il m'a délibérément poussé parce qu'il était en colère. Mon père s'est approché, sa taille imposante destinée à intimider comme elle l'avait fait tant de fois dans mon enfance. Stéphanie, tu dois dire à la police que tu veux abandonner ça. Dis que tu as exagéré, que tu as mal compris ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire ça, ai-je dit en reculant. Ce serait mentir. Alors tu préfères détruire la vie de ton frère pour une seule erreur? La voix de ma mère s'est brisée d'émotion. Quel genre de sœur es-tu? Quel genre de frère casse les côtes de sa sœur et l'appelle ensuite menteuse pour avoir cherché de l'aide médicale, ai-je rétorqué. Quel genre de parents se soucient plus de la réputation de leur fils que de la sécurité de leur fille? Le visage de mon père s'est assombri de colère. Ça suffit. Nous vous avons toujours protégés tous les deux. Tout ce que nous avons fait a été pour cette famille. Non, ai-je dit, la prise de conscience se cristallisant alors que je parlais. Tout ce que vous avez fait a été pour l'image de la famille, pour Kyle. Jamais pour moi. Ce n'est pas vrai, a protesté ma mère. Nous t'avons payé tes études de médecine. Parce que ça faisait bien d'avoir un médecin dans la famille, ai-je répliqué. Pas parce que vous vous souciez de ce que je voulais. Je voulais étudier l'art, vous vous souvenez? Vous avez tous les deux ri de l'idée. Mon père a balayé cela d'un revers de la main. Il ne s'agit pas d'histoire ancienne. Il s'agit de ce que tu fais en ce moment, c'est-à-dire trahir ta famille. Je ne trahis personne. Je me défends, peut-être pour la première fois. La discussion s'est poursuivie en rond, mes parents alternant entre la culpabilisation, les menaces et les tentatives occasionnelles de me cajoler pour que je me rétracte. Quand il est devenu clair que je ne céderais pas, mon père a joué sa dernière carte. Si tu vas jusqu'au bout, tu seras seul, a-t-il dit froidement. Financièrement, émotionnellement, de toutes les manières. C'est ce que tu veux? Perdre ta famille pour ça? La menace aurait dû me terrifier. À bien des égards, elle l'a fait. Mais sous la peur se trouvait un étrange sentiment de clarté. J'ai perdu ma famille au moment où vous avez choisi de protéger Kyle au lieu de moi, ai-je dit doucement. Peut-être que je n'en ai jamais vraiment eu. Ma mère s'est mise à pleurer pour de vrai tandis que le visage de mon père s'est transformé en pierre. Tu le regretteras, a-t-il finalement dit. Quand la poussière sera retombée et que tu auras brûlé tous tes ponts, tu réaliseras ce que tu as jeté. Après leur départ, je suis resté assise sur mon canapé pendant un long moment, tremblant de l'adrénaline qui retombait. J'avais tenu bon, mais le coup devenait de plus en plus clair. Mon téléphone a sonné avec un texto de Kyle. J'espère que tu es contente maintenant que maman est hystérique. Papa dit que tu es morte pour lui. Bravo, sœurette. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, Kyle a intensifié sa campagne contre moi. Il a publié des commentaires vagues mais pointus sur les réseaux sociaux au sujet des traîtres de la famille et des menteurs en quête d'attention. Il a contacté des amis communs pour leur donner sa version des faits, me dépeignant comme instable et vindicative. Plus inquiétant encore, il a commencé à répandre des rumeurs à l'hôpital où je travaillais, disant aux gens que j'avais fabriqué les allégations de violence parce que j'étais jalouse de son succès. Certains amis ont pris leur distance, mal à l'aise d'être entraînés dans un drame familial. Des collègues m'ont lancé des regards étranges dans le couloir. Même Mélanie,
aussi solidaire qu'elle soit, semblait dépassée par l'intensité de la situation. Je n'avais aucune idée que ta famille réagirait comme ça, a-t-elle admis un soir. Je veux dire, je savais qu'ils étaient un peu intenses, mais là, c'est un autre niveau. J'ai hoché la tête, comprenant son malaise. Tu n'es pas obligé de continuer à me laisser rester ici si c'est trop. Je peux trouver un autre endroit. Ne sois pas ridicule, a-t-elle dit fermement. Je ne t'abandonne pas. Je dis juste que c'est beaucoup, mais nous allons nous en sortir. Sa loyauté signifiait tout pour moi, surtout alors que d'autres s'éloignaient. Mon cercle se rétrécissait rapidement, et la pression s'intensifiait de tous côtés. Le travail devenait de plus en plus stressant alors que j'essayais de maintenir mon attitude professionnelle tout en faisant face au chuchotement et à la tension de la campagne de diffamation de Kyle. Le coup de grâce est venu sous la forme d'un ultimatum délivré par l'avocat de mon père. Si je ne me rétractais pas de ma déclaration à la police et dans le rapport médical dans les 48 heures, mes parents le feraient. Premièrement, ils couperaient tout soutien financier restant, y compris l'aide qu'ils m'avaient apportée pour le remboursement de mon prêt étudiant. Deuxièmement, ils me retireraient de la fiducie familiale. Troisièmement, ils me renieraient publiquement en tant que leur fille. La lettre se terminait par un rappel qu'ils avaient toujours été généreux et qu'ils me réaccueilleraient dans la famille si je revenais à la raison et réparais les dommages que j'avais causés. En lisant ces mots froids et calculateurs, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le brouillard de doute et de culpabilité qui avait obscurci mon jugement a commencé à se dissiper. Ce n'était pas de l'amour. Ça n'avait jamais été de l'amour. Les vraies familles ne menacent pas, ne manipulent pas et ne tolèrent pas la violence. Les vraies familles se protègent mutuellement du mal, elles ne l'infligent pas. Je me suis assise à la table de la cuisine de Mélanie ce soir-là. La lettre de l'avocat était étalée devant moi et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me rétracter. Je n'allais pas mentir. Pour la première fois peut-être de ma vie, j'allais rester fermement dans ma vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Le lendemain matin, j'ai appelé Jessica, la conseillère en violence domestique. J'ai besoin d'aide, lui ai-je dit. Ma famille intensifie sa pression, et je ne sais plus quoi faire. Vous faites exactement ce qu'il faut en nous contactant, m'a-t-elle assuré. Parlons de quelques mesures pratiques pour vous protéger et construire un système de soutien qui n'inclut pas votre famille biologique. Cette conversation est devenue le premier pas de mon voyage vers une véritable indépendance, non seulement financière, mais aussi émotionnelle et psychologique. C'était terrifiant d'affronter l'avenir sans la famille que j'avais toujours connue. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, c'était aussi le début d'une profonde libération. 2 semaines après mon rendez-vous avec le docteur Hay, je suis revenu pour un suivi. La guérison physique avait commencé. La douleur était plus gérable et ma respiration s'était améliorée. Mais émotionnellement, j'étais encore à vif et vulnérable. Comment tenez-vous le coup, a demandé le docteur et après avoir examiné mes côtes et confirmé qu'elles guérissaient correctement. Physiquement mieux, ai-je admis. Le reste. C'est compliqué. Elle a hoché la tête avec compréhension. Le traumatisme familial l'est généralement. Avez-vous été en contact avec Jessica? Oui, elle a été incroyablement utile. C'était un euphémisme. Jessica était devenue ma bouée de sauvetage, m'aidant à naviguer non seulement dans les aspects juridiques de ma situation, mais aussi dans le champ de mine émotionnel de l'éloignement familial. Elle m'a suggéré de rejoindre un groupe de soutien pour les survivants de violences familiales. Je suis allé à ma première réunion hier. C'est excellent, a dit le docteur et avec approbation. Comment ça s'est passé? C'était intense mais bien. Pour la première fois, j'étais dans une pièce pleine de gens qui comprenaient parfaitement ce que je traverse. Pas de jugement, pas de questions sur pourquoi je n'ai pas simplement arrangé les choses avec ma famille. Le docteur a souri. Ce genre de validation peut être incroyablement curatif. Je me souviens encore de ma première réunion de groupe de soutien après ma propre expérience. C'était comme pouvoir enfin respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Exactement, ai-je convenu. Une femme là-bas, Alicia, a eu une expérience similaire avec sa sœur aînée. Ses parents ont également choisi l'agresseur plutôt qu'elle. Entendre son histoire m'a fait me sentir moins seule, moins folle de tenir bon. Vous n'êtes certainement pas folle, m'a assuré le docteur Hay. Ce que vous faites demande un courage énorme. Peu de gens ont la force de briser les schémas générationnels de violence et de complaisance. Notre conversation s'est tournée vers ma convalescence physique et mes projets de retour au travail.
Avant que je parte, le docteur m'a tendu une carte. Je ne fais normalement pas ça avec les patients, mais étant donné les circonstances, je veux que vous ayez mon numéro de portable personnel. Si vous avez besoin de conseils médicaux ou simplement de quelqu'un à qui parler qui comprend, n'hésitez pas à appeler. Sa gentillesse m'a fait monter les larmes aux yeux. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais vu un autre médecin ce jour-là. Vous auriez trouvé votre chemin, a-t-elle dit avec confiance. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Stéphanie. Avec les conseils de Jessica, j'ai commencé à construire un réseau de soutien en dehors de ma famille biologique. Mélanie est restée fidèle, offrant non seulement sa chambre d'amis mais aussi sa croyance inébranlable en moi. Alicia du groupe de soutien est devenue une amie, nos expériences partagées créant un lien instantané. Et à ma surprise, ma tante Barbara m'a recontacté. Je voulais renouer avec toi depuis des années, m'a-t-elle dit lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. Ta mère a rendu les choses difficiles. Après notre brouille, elle m'a essentiellement bloqué l'accès à toi et à Kyle. Quelle était la cause de la brouille, ai-je demandé, réalisant que je n'avais jamais connu la véritable histoire. Barbara a soupiré. J'ai confronté votre père à son favoritisme envers Kyle et à la façon dont ils ont tous les deux encouragé son comportement. C'était après avoir vu Kyle vous pousser lors d'un barbecue familial quand vous aviez environ 14 ans. Vous êtes tombé et vous vous êtes gravement écorché les mains. Vous vous en souvenez? Je m'en souvenais. Kyle était en colère parce que je l'avais battu à un jeu de pelouse devant ses amis. Mes parents avaient ri de la situation, la qualifiant de compétition entre frères et sœurs. Ta mère m'a accusé de vouloir créer des problèmes dans la famille, a poursuivi Barbara. Elle a dit que j'étais jalouse parce que je n'avais pas d'enfant. Après ça, j'ai été progressivement exclu des événements familiaux, mais je me suis toujours inquiété pour toi. Avoir Barbara de retour dans ma vie, c'était comme découvrir une partie de moi-même que je ne savais pas qu'il me manquait. Elle était la famille dont j'avais besoin, solidaire, honnête, protectrice de la manière dont mes parents ne l'avaient jamais été. En plus de tisser ces liens personnels, j'ai pris des mesures pratiques pour assurer mon indépendance. J'ai changé les serrures de mon appartement, installé un système de sécurité et mis en place des caméras à l'entrée. J'ai consulté un avocat sur les implications d'être retiré de la fiducie familiale et coupé financièrement. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une banque différente de celle que ma famille utilisait. De petits pas, mais chacun me faisait me sentir plus en sécurité, plus en contrôle de ma propre vie. Jessica m'a également mis en contact avec des ressources pour m'aider à comprendre les schémas psychologiques qui avaient façonné ma dynamique familiale. J'ai dévoré des livres sur les systèmes familiaux toxiques, les parents narcissiques et la psychologie du bouc émissaire. Plus j'en apprenais, plus ma situation devenait claire. Kyle était l'enfant en or, perpétuellement excusé et élevé, quel que soit son comportement. J'étais le bouc émissaire, censé absorber le blâme et donner la priorité aux besoins de tous les autres avant les miens. Cette éducation a été à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse de reconnaître à quel point ma famille était profondément dysfonctionnelle, mais libératrice de comprendre que ce n'était pas de ma faute. Je n'avais pas causé la violence en étant trop sensible ou difficile, comme mes parents l'avaient toujours laissé entendre. Je n'avais pas imaginé ni exagéré les mauvais traitements. C'était réel, et j'avais parfaitement le droit de m'en protéger. L'aspect le plus difficile de cette nouvelle connaissance a été d'apprendre à fixer et à maintenir des limites. Toute ma vie avait été construite autour de l'accommodation des exigences et des attentes de ma famille. Rester ferme face à leur pression allait à l'encontre de décennies de conditionnement. Pensez à la fixation de limites comme à un muscle, a conseillé Jessica lors d'une de nos séances. Il est faible au début parce que vous n'avez jamais été autorisé à l'utiliser, mais chaque fois que vous tenez bon, il devient plus fort. J'ai pratiqué de petits actes de fixation de limites au quotidien, ne pas répondre immédiatement à chaque appel ou texto de mes parents, refuser de m'engager lorsqu'ils essayaient de me culpabiliser ou de me manipuler, corriger les informations erronées lorsque des connaissances communes répétaient la version des faits de Kyle. Chaque petit acte d'affirmation de soi a renforcé ma confiance pour les confrontations plus importantes. L'enquête policière sur l'incident s'est poursuivie, un procureur décidant finalement d'inculper Kyle pour agression domestique malgré les efforts de mes parents pour intervenir. Kyle a engagé un avocat coûteux et a plaidé non coupable, préparant le terrain pour un procès potentiel où je devrais témoigner contre lui. La perspective était terrifiante, mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Malgré tout cela, j'ai été surprise de découvrir un sentiment de paix inattendu émergeant au milieu de la tourmente. Pendant si longtemps,
je m'étais contorsionné pour répondre aux attentes de ma famille, supprimant mes propres besoins et perceptions pour maintenir l'harmonie. Maintenant, malgré le chaos extérieur, je commençais à ressentir un alignement intérieur que je n'avais jamais connu auparavant. Mes pensées, mes sentiments et mes actions étaient enfin en congruence. Je vivais dans ma vérité, aussi douloureuse soit-elle. Mon groupe de soutien est devenu un sanctuaire où je pouvais exprimer mes peurs et mes doutes sans jugement. Lors d'une séance particulièrement difficile, après avoir reçu un courriel cinglant de mon père, je me suis effondré. Parfois, je me demande s'il aurait été plus facile de simplement me taire, ai-je admis en larmes, de simplement supporter la douleur et de maintenir la paix comme je l'ai toujours fait. Plus facile à court terme, peut-être, a dit doucement Alicia. Mais ce genre de silence ronge l'âme. Croyez-moi, j'ai essayé pendant des années. Une femme plus âgée nommée Ruth a hoché la tête en signe d'approbation. J'ai gardé le silence sur la violence de mon frère pendant 40 ans. Au moment où j'ai finalement parlé, je m'étais tellement perdu que je ne savais plus qui j'étais. Vous faites le travail difficile maintenant, mais vous vous épargnez des décennies de douleur invisible. Leurs paroles m'ont accompagné, un talisman contre le doute qui s'insinuait encore parfois dans les moments de faiblesse. Je faisais le travail difficile maintenant. Je brisais un cycle qui aurait pu se poursuivre pendant des générations. Je choisissais la vérité plutôt que des mensonges confortables, la santé plutôt que le dysfonctionnement, la réalité plutôt que l'illusion. 6 semaines après l'incident, je me suis sentie assez forte pour retourner à plein temps dans mon propre appartement. Mélanie m'a aidé à purifier l'espace avec de la sauge, un rituel de nettoyage auquel elle croyait dur comme fer, et nous avons réarrangé les meubles pour un nouveau départ. Le panier cadeau de mes parents avait depuis longtemps été donné à un refuge pour femmes, supprimant ce symbole de leur soutien manipulateur. Ce soir-là, seul dans mon propre espace pour la première fois depuis que tout était arrivé, j'ai sorti mes aquarelles, inutilisées depuis l'université, et j'ai commencé à peindre. L'image qui a émergé n'était pas planifiée, un petit oiseau avec une aile cassée, mais entouré de lumière, commençant à guérir. En me perdant dans le processus créatif qui avait été autrefois ma passion, j'ai senti quelque chose changer, s'ouvrir, se libérer en moi. Je ne survivais pas seulement à cette épreuve. D'une manière profonde, j'étais en train d'être transformé par elle. 6 mois se sont écoulés, apportant des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Quand je me suis assise pour la première fois dans le cabinet du docteur et avec des côtes cassées et un cœur brisé, la guérison physique était complète. Mes côtes s'étaient ressoudées sans complications, ne laissant qu'une douleur très légère lors des changements de temps pour me rappeler la blessure. La guérison émotionnelle était un processus continu, mais marqué par des progrès remarquables. J'avais déménagé dans un quartier différent, un acte petit mais significatif de reconquête de mon indépendance. Mon nouvel appartement était plus lumineux, avec de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière naturelle, et une chambre d'amis que j'avais transformée en studio d'art. Des peintures à divers stades d'achèvement tapissaient les murs, preuve de ma passion ravivée pour la création. Au cours de ces mois, ma situation familiale a évolué de manière douloureuse mais nécessaire. Après plusieurs tentatives de réconciliation à leurs conditions, qui impliquaient toujours que je me rétracte de ma version exagérée des événements et que je m'excuse auprès de Kyle, j'avais demandé une réunion avec des conditions claires. Elle aurait lieu en terrain neutre, avec un conseiller familial présent, et en sachant que je ne serais pas manipulé ni poussé à changer mon histoire. Étonnamment, ils ont accepté. Peut-être pensaient-ils pouvoir encore me convaincre en personne. Ou peut-être ressentaient-ils les conséquences sociales de notre arrangement dans une communauté où les apparences comptaient tant. La réunion a eu lieu au bureau du conseiller un après-midi d'automne frais. Mes parents sont arrivés vêtus impeccablement comme pour l'église, leurs expressions un mélange soigneux d'inquiétude et de retenue. Kyle est venu séparément, sa confiance habituelle quelque peu atténuée par l'affaire judiciaire en cours contre lui, qui avait été retardée par des problèmes de procédure. Le conseiller, le docteur Morgan, a établi des règles de base pour notre conversation, pas d'interruption, pas d'insultes, utiliser des déclarations à la première personne plutôt que des accusations. Mes parents ont hoché la tête avec approbation, bien que je puisse sentir leur impatience face à ce qu'ils considéraient probablement comme une formalité inutile. Stéphanie, a commencé le docteur Morgan, aimeriez-vous commencer par partager ce que vous espérez obtenir de la réunion d'aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration, me centrant comme je m'étais entraîné. Je veux de la clarté et de l'honnêteté sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer ensuite. Je veux la reconnaissance du mal qui m'a été fait, à la fois par les actions de Kyle et par votre réponse à celle-ci.
Et je veux établir des limites pour toute relation future que nous pourrions avoir. Ma mère a légèrement froncé les sourcils au mot limite mais est restée silencieuse. Mon père s'est agité sur son siège, déjà mal à l'aise avec la direction de la conversation. Thomas et Nathalie, le docteur Morgan s'est tourné vers mes parents. Quels sont vos espoirs pour aujourd'hui? Mon père s'est raclé la gorge. Nous voulons que notre famille soit de nouveau réunie. Cette division a assez duré. Nous voulons mettre cet incident malheureux derrière nous et aller de l'avant. Ce n'était pas un incident malheureux, ai-je dit doucement mais fermement. C'était une agression. Kyle m'a cassé 3 côtes et m'a ensuite traité de menteuse quand j'ai cherché de l'aide médicale. Vous m'avez tous les deux poussé à mentir sur mes blessures et à donner la priorité à sa réputation plutôt qu'à ma sécurité physique. Stéphanie, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, a commencé ma mère, sa voix prenant le ton conciliant que j'avais appris à reconnaître comme le prélude à la manipulation psychologique. En fait, maman, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, ai-je rétorqué. Et ce schéma de déni de la réalité est précisément la raison pour laquelle nous sommes assis ici aujourd'hui. Le docteur Morgan a doucement réorienté la conversation, demandant à chacun de nous d'exprimer ses sentiments sans contester les expériences des autres. Ce qui a suivi a été 2 heures de révélations douloureuses mais nécessaires. Mes parents ont continué à minimiser et à dévier, bien qu'avec moins de conviction qu'auparavant. Kyle a offert des excuses superficielles qui se concentraient davantage sur les inconvénients que la situation lui avait causés que sur le mal qu'il avait infligé. « Je suis désolé que les choses aient dérapé », a-t-il dit, sans vraiment me regarder. « Je n'ai jamais eu l'intention de te blesser gravement. Mais tu dois admettre que porter plainte était une réaction extrême. »« Vraiment ?» ai-je demandé, en gardant mon calme malgré la colère qui bouillait sous la surface. Si un étranger m'avait cassé les côtes, le signaler serait-il extrême? Pourquoi devrais-tu être tenu à une norme de comportement inférieure parce que nous sommes parents? Il n'avait pas de bonne réponse à cela. À la fin de la séance, il était clair que si ma famille était disposée à me réintégrer dans leur vie, elle n'était pas vraiment disposée à reconnaître le dysfonctionnement qui avait conduit à notre éloignement. Ils voulaient la réconciliation sans la responsabilité, le pardon sans le changement. Alors que nous nous préparions à partir, mon père a fait un dernier appel. « Stéphanie, tu nous manques. Malgré tout, nous sommes toujours ta famille. Personne ne t'aimera jamais comme nous. » Je l'ai regardé pendant un long moment, le voyant clairement, peut-être pour la première fois. « C'est ça le problème, papa. La façon dont vous aimez est conditionnelle et nuisible. Je mérite mieux. Nous le méritons tous. » En sortant de ce bureau, j'ai ressenti une légèreté inattendue. J'avais affronté ma plus grande peur, l'éloignement permanent de ma famille, et j'ai découvert que ce n'était pas aussi terrifiant que je l'avais imaginé. En fait, la perspective de continuer à accepter leur version de l'amour me semblait maintenant bien plus effrayante que de construire une vie sans eux. Dans les mois qui ont suivi, j'ai maintenu un contact minimal avec mes parents par le biais de textos occasionnels et de brefs appels téléphoniques, toujours avec des limites strictes. Kyle et moi n'avions aucune communication directe en dehors des interactions juridiques nécessaires. Son affaire s'est finalement terminée par un accord de plaidoyer, une accusation de délit mineur avec probation et des cours obligatoires de gestion de la colère. C'était moins que ce qu'il méritait, mais plus de responsabilités qu'il n'en avait jamais eu auparavant. Professionnellement, ma vie a pris des tournants inattendus. Le courage que j'avais trouvé en tenant tête à ma famille s'est traduit par une plus grande confiance au travail. J'ai défendu plus efficacement mes patients, en particulier ceux qui montraient des signes de violence ou de négligence. Mes collègues ont remarqué le changement et on m'a offert un poste de direction dans le cadre d'une nouvelle initiative de santé communautaire axée sur la prévention et l'intervention en matière de violences domestiques. Ce travail m'a mis en contact régulier avec le Dr. A, qui est devenu à la fois un mentor et une amie. Lors d'une de nos réunions pour discuter de l'initiative, j'ai enfin trouvé les mots pour exprimer ma gratitude. Je vous ai écrit une lettre, ai-je dit en lui tendant une enveloppe, pour vous remercier de ce que vous avez fait ce jour-là, d'avoir vu ce qui se passait et d'avoir eu le courage de faire quelque chose. Elle a accepté la lettre avec un sourire chaleureux. Je ne faisais que mon travail, Stéphanie. Non, ai-je secoué la tête. Vous avez fait plus que cela. Vous m'avez montré à quoi ressemble la véritable intégrité professionnelle. Vous étiez prête à faire un choix difficile parce que c'était le bon, pas le plus facile. C'est le genre de médecin que je veux être. Notre travail ensemble sur l'initiative est devenu l'un des aspects les plus gratifiants de ma vie professionnelle.
Nous avons développé des programmes de formation pour les professionnels de la santé afin de mieux reconnaître et répondre aux signes de violence, créer des ressources pour les patients, et établi des partenariats avec les services de soutien locaux. Chaque personne que nous avons aidée me semblait être une petite rédemption de ma propre expérience. Ma vie personnelle s'est également épanouie. Le groupe de soutien qui avait été ma bouée de sauvetage au début est devenu une communauté où j'ai à la fois reçu et offert la guérison. Alicia et moi avons commencé un rassemblement mensuel pour les survivants afin de partager l'art, la poésie et les histoires dans le cadre de leur processus de rétablissement. Mélanie est restée mon amie la plus proche, sa loyauté pendant mes jours les plus sombres cimentant un lien qui ressemblait plus à une famille que de nombreuses relations de sang. Et en parlant de famille, tante Barbara est devenue une figure centrale dans ma vie. Sa maison est devenue ma destination de vacances. Sa sagesse, un guide à travers les émotions complexes de la création d'un nouveau type de famille lorsque l'original avait échoué. Grâce à elle, j'ai renoué avec des cousins que je connaissais à peine en grandissant, découvrant des relations non entachées par la dynamique qui avait empoisonné ma famille immédiate. Plus surprenant encore, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un après des années à me concentrer exclusivement sur ma carrière. Daniel, un architecte gentil et attentionné que j'ai rencontré lors d'un cours d'art communautaire, m'a montré à quoi ressemblait une communication saine et le respect dans une relation amoureuse. Notre lien s'est développé lentement, construit sur l'amitié et des valeurs mutuelles plutôt que sur le besoin désespéré d'approbation qui avait caractérisé mes relations précédentes. À l'occasion de l'anniversaire de mon rendez-vous avec le Dr. A, je me suis offert une retraite en solo dans un chalet au bord d'un lac. J'ai apporté mes peintures, mon journal et une pile de livres, avec l'intention de réfléchir au parcours de l'année. Assise sur le quai au coucher du soleil, regardant la lumière jouer sur l'eau, j'ai écrit dans mon journal, il y a un an aujourd'hui, j'étais brisé de plus de façons que je ne le savais. Mes côtes étaient fracturées, mais mon estime de moi, ma compréhension de l'amour, ma confiance en mes propres perceptions l'étaient aussi. Je pensais que dire la vérité me détruirait, que je ne pourrais pas survivre sans la famille qui m'avait à la fois façonné et déformé. Je me trompais. La vérité ne m'a pas détruite. Elle m'a reconstruite, plus forte qu'auparavant. J'ai appris que le véritable amour n'exige pas le silence sur la violence. La vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou par le choix, vous élève plutôt que de vous rabaisser. La vraie force n'est pas d'endurer les mauvais traitements. C'est d'avoir le courage de dire « ça suffit ». Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. La relation avec mes parents reste compliquée et limitée. Kyle et moi ne nous réconcilierons peut-être jamais. Il y a encore des jours de deuil et de doute. Mais pour la première fois de ma vie, je construis une fondation basée sur la vérité plutôt que sur le faux-semblant, sur une connexion authentique plutôt que sur l'obligation, sur le respect de soi plutôt que sur le sacrifice de soi. Cela ressemble à une victoire. Cela ressemble à une guérison. Cela ressemble à la maison. Alors que je suis assise ici à écrire ceci, je me demande combien d'entre vous ont été confrontés à des carrefours similaires dans vos propres familles. Avez-vous déjà dû choisir entre la paix et la vérité, entre la loyauté familiale et l'autopréservation? J'adorerais lire vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si mon expérience a aidé ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule ou plus habilitée à chercher de l'aide, alors la partager en valait la peine. Veuillez aimer cette vidéo si elle a résonné en vous, vous abonner pour plus d'histoires de guérison et de transformation, et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite mieux. N'oubliez pas que parfois, la famille que nous créons est plus curative que celle dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne chance.